hacks sont là pour te faire gagner du temps sur le 20% restant quand tu as construit la base. Moi, par exemple, à quoi me sert ChatGPT dans mon quotidien? Si j'ai 3 articles à résumer et je demande à ChatGPT de me résumer en 3 points clés les articles, c'est magnifique, ça me fait gagner beaucoup de temps, tu vois. C'est génial. Mais en fait, c'est 10-15% d'un truc. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, je démarre l'enregistrement avec Mathieu et là on vient de se dire en prenant la parole qu'on se souvenait même plus de quoi on avait parlé quand on avait préparé l'épisode. J'ai pris aucune note, c'est impeccable. Genre le professionnalisme à son C'est apogée. magnifique. Voilà, c'est nickel. Et donc du coup, ça va être un épisode un peu freestyle, mais je suis sûr qu'on va avoir plein de trucs à se dire. Bah écoute, j'espère. Comment tu vas, Mathieu? Bah écoute, ça va très bien. Il fait beau à Nice, donc très content. Et écoute, c'est vendredi. Vendredi, c'est toujours une belle journée. Donc voilà, non, ça va très bien. Une bonne journée, ça se passe bien. Trop cool, trop cool, trop cool. Et du coup, est-ce que s'il y a encore des personnes qui traînent sur YouTube ou qui traînent sur LinkedIn et qui ne te connaissent pas encore, je sais pas qui sont ces fous, mais est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux Ah, expliquer écoute, ce que tu fais? je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pourrait aller croire. Non, non, bah moi très simplement, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans. Je suis né à Nîmes, dans le sud de la France. Puis je suis d'origine normande et bretonne, donc j'ai un peu, tu vois, la palette. Il y a 1 an et demi, j'ai commencé à fonder une boîte qui s'appelle Linker. Notre métier, c'est d'accompagner les marques et les dirigeants sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment notre spécialité. Aujourd'hui, on est exactement 11 dans l'équipe. Il y a 1 an, on a rejoint une autre boîte qui s'appelle Kudak, que certains connaissent peut-être, notamment via Théo Lyon, avec qui je suis associé désormais, et aussi Paul et Guillaume, bien sûr, sur les autres BU. Et donc voilà, on s'éclate bien. On accompagne des boîtes qui vont du freelance jusqu'au groupe coté au CAC 40. Et moi, je suis à Nice et je suis une fois par mois à Paris pour ceux qui veulent, pourquoi pas, faire un déj, parce que j'ai cru comprendre que c'est important de faire des déj. Donc là, désormais, j'essaie de faire un peu des déj, tu vois. C'est une nouvelle pratique pour moi. C'est très très bien les déj. Moi, je suis un grand fan des déj. Mais tu sais, à Bordeaux, le problème, c'est que quand tu déj avec quelqu'un, tu dois poser ton après-midi parce que sinon tu fais n'importe quoi le reste de l'après-midi. T'as pas le choix, tu vois. Donc le déj c'est toujours un danger. Donc voilà, non, trop cool. Et donc du coup, moi, j'ai adoré ton profil quand je l'ai découvert, mais notamment via les réseaux de Théo, parce que ce que j'aime, c'est qu'en fait, on te voit monter cette boîte. Donc, t'es jeune, t'as 10 ans de moins que moi. On te voit monter cette boîte et on te voit cartonner. Et ça casse un peu les codes du mec de 20 et quelques balais qui cartonne. Toi, j'ai l'impression que tu bosses beaucoup. J'ai l'impression que le rythme est énorme. Et j'ai l'impression aussi que les choses, enfin, il y a un côté transparent et ça c'est quand même l'écosystème Kudak, c'est vachement ça. Il y a un côté building public en fait autour de toi. Même Théo joue là-dessus évidemment, mais ça c'est quoi? C'est de la totale transparence ou c'est stratégique ce building public? Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Ouais, c'est une bonne question. Bon, déjà, moi, tu vois, j'ai été biberonné à la culture building public. Parce que moi, si tu veux, mes premières références d'entrepreneuriat, c'était Théo, c'était Greg de Germinal, c'était les premiers créateurs de contenu sur LinkedIn. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que, pour moi, c'était standard, tu vois, de parler de ce qui allait bien et de ce qui allait pas bien. Bon, euh, ceci étant dit, pourquoi le branding public? Pour 2 choses. Grand 1, parce que tu crées une communauté forte quand tu dis ce qui va et ce qui va pas, tu vois.
bah, tu vois, tout con, il y a une semaine, j'ai fait un post sur le départ d'Eva, tu vois, de mon équipe, et tu sens, ça fait 2 ans que j'écris tous les jours sur LinkedIn, tu sens qu'il y a beaucoup d'affection Mm. pour ce groupe-là et ça permet de faire partie les gens un peu de l'aventure, toi. C'est ça qui est top aussi, c'est tu emmènes les gens avec toi. Donc ça j'adore. Et ouais, bien sûr, il y a aussi un côté stratégique. Tu vois, quand j'explique mon chiffre d'affaires euro par euro le mois dernier, et bah que ce soit sur Linker ou sur Kudak, bah finalement c'est un peu des RP gratuites. Premièrement, et deuxièmement, ça nous permet aussi de parler de notre sujet un peu stratégique. Tu vois, par exemple sur le ghostwriting, il y a une semaine et demie, j'explique que, eh ben en fait, notre ICP c'est les commerces du CAC 40, que c'est des clients avec qui on parle de plus en plus. Et donc, bah, le fait de le dire, Mm. in Oui, ça les fait fine, bien. peut-être qu'il y aura Mm. une prophétie autorisatrice de encore plus de comex qui vont venir nous parler, avec qui on pourra travailler. Mm. Euh, donc, il y a ces sujets-là. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est la ligne rouge. Ça, c'est très important sur le building public. Tout peut pas se dire, tu vois, dans une boîte, sur des personnes, sur des trucs. Tu vois, à un moment donné, j'ai discuté la dernière fois avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mathieu Leland, je l'embrasse, du club Bootstrap. Le fameux je l'embrasse, putain, ça, il me l'a fait direct, Ah quoi. putain, ouais, Ça fait désolé, 5 désolé. minutes, ça fait 5 minutes qu'on a démarré. Et après, je crois que j'ai pris ça de Mathieu Stéphanie. Ok, En d'accord. fait, j'ai tellement écouté j'ai l'impression de ça, et à chaque fois il dit on l'embrasse, et je crois que j'ai pris ça de lui en fait. Et en fait, ouais, à un moment donné, tu vois, tu peux plus non plus dire n'importe quoi, faire attention à ce qu'on dit. Les prises de parole au fur et à mesure ont un impact. Et donc, voilà, c'est un jeu auquel Mm. il faut faire attention. Et bon, vu que globalement c'est un peu mon job, Ouais. voilà. Tu vois, nous, on a une cohésion très forte dans l'équipe, comme dans beaucoup de boîtes, mais il y a vraiment ce côté famille, et en fait, on le revendique. Et je me suis fait, la seule fois où il y a eu pas un clash, mais où il y a eu un froid dans l'équipe, c'est la fois où ils ont appris des choses de la boîte en podcast, alors qu'on était censé tous dire dans la boîte. Et donc, en fait, il y a eu, c'était pas un problème de l'extérieur, tu vois, c'était un problème en interne. Et voilà, où j'exposais une stratégie, clairement, il y avait un côté storytelling, il y avait un côté aussi, je discutais avec la personne, donc j'étais pris dans la conversation, et c'était quelqu'un d'intéressant, donc c'était de la co-construction, quoi. Et en fait, et puis je n'avais pas parlé à l'équipe avant, donc il y avait eu pas un clash, mais on avait vu que ça avait pincé, quoi, à cet endroit-là. Donc moi, je me méfie maintenant de ces trucs-là. Mais sinon, ouais, moi ça m'intéresse trop. Moi, le genre de contenu qui m'intéresse, c'est justement des contenus qui amènent de l'inspiration, mais qui amènent aussi de la vulnérabilité, tu vois. Je trouve ça cool quand on sait que vous n'avez pas fait vos objectifs et que vous expliquez pourquoi, et du coup, bah, ça nous évite de tomber dans les mêmes pièges, quoi. C'est clair. Pour revenir un peu sur ce que tu as dit avant, c'est très intéressant. Euh, je crois que ça peut encore m'arriver parfois de parler de quelque chose sur LinkedIn, pas de très important, mais même un truc pas important en fait. Imaginons, je dis n'importe quoi. Tu as envie de mettre en place une nouvelle stratégie d'acquisition pour ta boîte sur le prochain trimestre. Et tu as un Je t'ai call perdu là. avec ton équipe qui est prévu pour, enfin, je sais pas, tu vas en parler avec ton équipe à un moment et tu leur en as pas encore parlé. Et si tu publies là-dessus sur LinkedIn, bah, en fait, c'est pas ouf, tu vois. Parce que tu publies un truc alors qu'ils ont pas encore. Hmm. Et la personne, enfin, tu vois, par exemple, typiquement sur Germinal, Grégoire, il disait, en fait, bah, je faisais ça et c'était de la merde, quoi. Et les fois où on l'a fait, que ce soit les fois où je le vois, que ce soit d'autres entrepreneurs, que ce soit moi, que ce soit Théo, que ce soit n'importe qui, en fait, c'est jamais une bonne chose, tu vois, ouais, de building public avant de build dans ta propre boîte, quoi. Donc, Ouais, clairement. c'est vraiment pas conseillé. Hmm. Il y a un concept. Alors, t'as mis le mot sur enfin, t'as nommé un truc que je modélisais depuis un moment. C'est le concept de backstory. La première fois que j'ai entendu, c'est chez toi, notamment dans une de vos formations, enfin dans votre formation. Je trouve ça hyper important, et je crois de plus en plus, et je pense que le building public fait partie intégrante de la backstory, de voir, elle a nourri, et le building public nourrit la backstory. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, t'es OK de revulgariser un petit peu ce concept, et on va en parler un petit peu par la Ouais, suite. bien sûr. Bah, l'idée d'une backstory, en fait, je crois que ça sert enfin, il y a deux contextes, je pense, que ça sert vraiment. Le premier, c'est quand tu n'as pas à la base une grosse soit notoriété ou visibilité. C'est que moi, je vais donner un exemple. La backstory de Cyril Hanouna, tout le monde la connaît. Et il n'a pas besoin de créer sa backstory.
première chose. Et deuxièmement, quand tu te lances au départ sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que tu as acquis de la visibilité, en fait, tu as un peu un train de croisière. Un rythme de croisière, pardon. Mais l'idée, c'est quoi de la backstory? C'est tout simplement de se dire d'où je pars personnellement et du coup, quelles vont être les étapes qui vont me permettre d'aller où je veux aller. Bon, sans le bullshit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder d'où on vient, on va prendre, on va parler de ses origines, on va prendre les points différenciants de sa personnalité, on va prendre ses passions, on va essayer de trouver un méchant, et comme ça en fait, on va créer tout un arc narratif personnel pour dire ok, moi en tant que créateur de contenu, qu'est-ce qui me différencie et du coup sur quoi je vais pouvoir aller appuyer. Et ça, par exemple, tu vois, par exemple, Théo, parce que je crois que dans la formation, c'est l'exemple de Ouais, Théo. c'est l'exemple de Théo, exactement. Ouais. Tu vois, Théo, ça fait plus de 2 ans qu'il crée du contenu. Et au début, on jouait beaucoup sur un peu ces points différenciants. Il parlait beaucoup, tu vois, enfin, il parlait quelquefois de HEC. Il y avait ça, il y avait le fait qu'il était joueur de poker. Et donc, en fait, tu vas te servir de ça pour avoir des éléments un peu différenciants dans ta création de contenu. Et ça peut être assez important parce que ça te permet de faire des vraies différences et d'avoir aussi des lignes édito un peu perso, tu vois. Par exemple, on a des clients qui sont à fond dans la partie province par rapport à leur histoire personnelle. On a des clients qui sont à fond dans la partie TPE, PME, mais aussi, tu vois, ce qu'est de l'artisanat. Et ça vient de mon grand-parent, de j'ai connu ça, etc. Et donc, une backstory peut être super importante quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel réseau pour bien vraiment avoir là où vous voulez aller les points de différenciation de votre personnalité. Moi, j'aime bien dire que tu sais, c'est un peu le Clark Kent, tu vois, c'est le vrai mec, c'est le vrai bonhomme qui existe. Dans le film, il n'existe pas. Voilà, bref. Et en fait, quand il devient Superman, c'est ça, il endosse en fait sa backstory. C'est pas forcément faux, mais c'est le personnage qu'il va utiliser pour écrire et pour communiquer. Et trop souvent, moi, je vois mes clients ou même certains potes, quand ils écrivent, ils sont full focus sur l'avatar client, ce qui est bien, absolu, il faut absolument le faire, mais ils sont remplaçables en fait dans leurs produits, dans leurs mécanismes. Et je trouve que la backstory, c'est ce qui rend en fait la solution unique. Ce qui fait que moi, j'ai pas fait Linker, c'est que j'ai pas la backstory de Linker. Et je pense vraiment que c'est important toujours de savoir à qui on écrit. Je pense que c'est le capital, mais de savoir qui écrit, je pense que c'est vraiment aussi hyper important. Et ça, il faut l'utiliser, il faut se poser à chaque fois la question dès que je publie, dès que je me fais interviewer, dès que je fais une interview, dès que je fais une vidéo, peu importe, dès que je fais une conférence, il faut s'adosser à ce truc-là. C'est obligatoire. Je suis assez aligné. Par contre, ce qui est important, c'est de partir vraiment d'éléments personnels dont la véracité, tu vois, ne peut pas être remise en question. Parce que C'est c'est sûr, sinon c'est que oui. en fait, c'est ce qui différencie le storyteller du gros mytho, tu vois. C'est qu'en fait, Exactement. on va partir d'un exemple personnel, on va expliquer un truc, et bon, faire attention à pas tomber dans le truc. Clark Kent, c'est bien, mais si Superman se prenait pour Batman, ça fonctionnerait pas, quoi. C'est clair. Non, mais ça, c'est sûr. Après, moi, il y a un truc qui m'a piégé dans mon histoire perso, c'est que j'ai commencé à 19 balais. Tu vois. Donc, moi, je te dis dev, voilà. Et moi, j'avais la carte et j'avais l'image du petit génie. Le problème, c'est que maintenant, j'ai 33 ans. J'ai 2 gosses. Petit génie, ça n'existe plus à 33 ans. Tu commences à devenir un vieux con, tu vois. Et en fait, il faut faire gaffe aussi à garder ce truc. Enfin, du moins, il faut arriver à le recycler dans le temps et pour éviter de se ringardiser, en fait, très rapidement. Je trouve que il faut le faire vivre, en fait, son personnage. C'est clair, il évolue beaucoup. Je vais te donner un exemple très simple. Redonne-moi un post. Je sais pas si tu suis le contenu de Théo, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as l'idée sur les 12 derniers mois d'un post qu'il a fait sur HEC, sauf sa remise de diplôme? Hum, En je me fait, rappelle en avoir vu passer, mais je sais pas t'en donner un exactement. Ouais. la réalité, c'est qu'il y en a presque plus, tu vois. Ok. Il y en a presque plus parce que la backstory évolue en fonction de l'évolution de la boîte, tu vois. Moi, des éléments dont je vais me servir au départ, par exemple, tu vois, moi au début, je parlais beaucoup aux étudiants parce que les étudiants, c'est important de pas comprendre l'ICP vs Hum. euh, l'IAP, dire en français, Le, c'est-à-dire votre audience vs les clients. ouais. Hum.
Moi, au début, vu que j'étais étudiant, je commençais, je parlais beaucoup d'études, tu vois. Aujourd'hui, je parle plus du tout d'études parce que c'est plus du tout le sujet, tu vois. Je suis plus étudiant, j'ai des potes étudiants, mais enfin, c'est pas du tout le sujet, ça me sert à rien. J'ai plein d'autres trucs sur lesquels je peux exploiter. Et en fait, votre contenu et cette backstory évoluent effectivement en fonction de votre évolution, le changement un peu de votre évolution pro, votre évolution de statut, votre évolution de secteur, de business. Et effectivement, il faut la faire évoluer parce que si tu as la backstory que tu as quand tu avais 19 ans, effectivement, tu peux tomber dans quelques travers. Non, c'est très cool. Et du coup, c'était OK. J'aimerais bien revenir sur un peu votre éventail de compétences chez Linker. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que, dans l'ensemble, votre mission Ouais, ressemble à bien quoi? sûr. Ouais, très simple. Nous, notre mission, c'est globalement de construire des marques personnelles. Donc ça, c'est notre mission pour faire exploser la visibilité, la noto et le business de nos clients. Aujourd'hui, on le fait via LinkedIn, qui est notre canal de niche d'expertise. Et effectivement, là, on accompagne 90%, 95%, 97% de nos clients. Et donc, aujourd'hui, tu as 3 départements chez nous. Le premier, c'est 80% du business et de l'équipe. C'est la partie ghostwriting. Donc, accompagnement de dirigeants, on rédige les posts, on vous conseille sur votre stratégie de contenu. On a aussi une équipe de community management. On va prendre ton compte, aller liker, commenter, interagir, publier à ta place pour te faire gagner du temps. C'est notre plus gros département. Ensuite, on a la formation vidéo qu'on a lancée. C'est un peu un département un peu à part parce que tu vois, c'est quand même quelque chose où on veut accélérer, se développer et tu vois, on a fait un beau lancement. Enfin, moi, j'étais content du lancement, donc j'espère qu'on va continuer à le développer. Et enfin, c'est la partie influence avec Alix. Allez suivre Alix Vision sur LinkedIn, qui est On Head of l'embrasse. Influence. On l'embrasse bien sûr, Alix, sur le sujet. Et donc avec l'influence, on fait deux choses. On fait globalement des campagnes d'influence donc pour des marques. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'il y a sur TikTok et Instagram, et nous on fait des campagnes en B2B beaucoup plus qualifiées sur LinkedIn. Vous nous donnez un budget, on va aller activer des créateurs de contenu qui vont parler de votre produit, de vos services. Nous, bien sûr, on vous aide sur la partie mise en relation, le plan de campagne, les idées, la créativité et aussi la delivery s'il faut checker les choses. Bon, ça, Alix le pitchera beaucoup mieux que moi. Et donc, sur l'influence, on fait deux choses. Soit on fait des campagnes one shot pour faire des gros coups de visibilité. Soit on fait aussi, on commence de plus en plus à faire des stratégies ambassadeurs où effectivement, tu vois, un créateur de contenu va parler d'une marque pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ce qui est très cool. Et, Voilà. et comment tu gères le fait? Les créateurs de contenu sur LinkedIn, très souvent, ils entreprennent. Et donc, du coup, comment on peut être entrepreneur pour son propre compte et du coup être l'ambassadeur d'une autre marque? Est-ce que voilà, quel est le rapport entre l'activité initiale et l'activité qui est promue? Comment tu vois la relation dans tout ça? Ouais, en fait, une bonne campagne, selon moi, hein, encore une fois, si je te conseille vraiment de recevoir Alix sur le sujet, il t'en Avec parlera, plaisir, il t'en avec plaisir. parlera En plus, encore mieux. ok. Mais globalement, ce qui est important, c'est dans le concept de campagne de trouver des points de convergence. C'est-à-dire que globalement, nos créateurs de contenu, on va pas leur pousser des choses complètement débiles qui n'auraient aucun rapport avec ce qu'ils font. Il faut déjà qu'ils connaissent le produit, le service, qu'ils l'aient utilisé, qu'ils l'aient testé, qu'ils aient leur propre storytelling qui peuvent appuyer là-dessus. Et ensuite, tu sais, en réalité, Gérald, pousser une fois par mois une marque que tu adores, un produit top, ça ne nuit pas à ton business et ça n'interfère pas, tu vois. Tu Non, vois, bien sûr. moi, je dis n'importe quoi. Si demain, je fais un partenariat avec tiens, Shoot Out à le petit ballon, Martin Ohanessian, j'adore cette boîte, j'adore le fondateur, et je suis abonné au petit ballon. Si demain je fais un partenariat pour mettre en avant du vin rouge extraordinaire, tu vois, je pense pas que il y ait de problème de positionnement par rapport à Linker. Les Non, gens, non, clairement. c'est bien le sujet, tu vois. Hmm. Non, mais tu vois, moi, je pousse des mails. Alors, moi, je communique beaucoup par mail, mais je pousse des mails sur des formations qui sont connexes aux formations que je vends moi et qui rajoutent en fait
c'est la suite de l'histoire, tu vois. C'est pas parce que moi je le produis pas que c'est pas intéressant pour l'audience. Donc tu vois, si c'est centré sur l'audience, j'ai pas de difficulté à le faire, tu vois. J'ai jamais encore promu autre chose que des formations, des événements, parce que c'est mon écosystème. Mais ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Le seul danger, c'est la fréquence. Hmm. Tu le fais une fois par Tu mois, recommandes quoi, du coup? Ouais. il se passe pas grand-chose. Tu le fais, en fait, tout dépend de combien. Si tu postes une fois par semaine, tu fais un post sponsor par mois, c'est 25% de ton contenu, c'est énorme. Si tu fais un post par jour et que tu fais 3 posts sponsor par mois, c'est 10% de ton contenu. Et donc, en fait, c'est plus important en volume, mais en ratio, c'est beaucoup moins important. Donc, ce qui est important toujours, c'est faut pas submerger les gens de posts sponsors qui n'ont plus rien à voir et tout. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas là dans l'écosystème LinkedIn et que les créateurs de contenu sont pas là à faire, tu vois, un post sponsor par jour, etc. Ouais, non, c'est vrai. L'inverse, en fait, complètement de Instagram ou TikTok sur des influenceurs qui sont dans la tourmente d'ailleurs actuellement. Ouais, clairement. Non, mais trop bien. Et tu disais que du coup, Linker, ça a quelque chose comme 2 ans, je crois. Ouais, bah en fait, en réalité, moi j'ai commencé en freelance seul. Après j'ai quelqu'un qui est arrivé. On a rejoint Kudak. Je vais te dire la date. C'est fin mars 2022. Ok. Et sur toute cette période, tu l'as vu évoluer comment LinkedIn? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'euphorie. On en parle au moins 10 fois dans chacun de mes podcasts, avec des personnes qui n'ont rien à voir avec LinkedIn en plus. Mais du coup, donc, et c'est pas le seul endroit, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. Tu l'as vu évoluer comment ce réseau? Ouais. Alors c'est marrant parce que j'en ai fait un post il y a pas longtemps, donc je vais pouvoir donner des éléments un peu là-dessus. Les premiers créateurs de contenu en tant que tels, ils datent de 2018, 2019, tu vois, 2020. C'était Yohan Lopez, Christopher Piton, les tout premiers au début, machin. Tu as eu l'avènement, l'explosion en 2021, 2020-2021 via, en fait, en réalité, c'est que c'est Grégoire Gambato qui a démocratisé la prise de parole sur LinkedIn, que c'est venu des US et que là, on a commencé à avoir beaucoup de créateurs de contenu qui prenaient la parole. Théo, Benoît, moi, c'est là où je me suis lancé. Et moi, en fait, je me suis lancé sur le ghostwriting en même temps ou un petit peu plus après que des Thibault Louis, Valentine Soda, tu vois, en même temps que Valentine, quelques mois après Thibaut et tout. Et donc, la réalité, c'est que 2021, c'était encore une CVTech. Les quelques postes qui sortaient un peu du lot faisaient un carnage. Donc, Grégoire, c'était une hégémonie. Hein, il faisait des dizaines de millions de vues par an. 2022, c'était l'explosion du réseau. L'année dernière, pour moi, ça a vraiment été l'explosion. J'ai pas la data exacte, mais je pense que le nombre de créateurs de contenu, je sais pas, mais ça va être un truc complètement délirant entre x5 et x50, tu vois. Enfin, Ok, ouais. vraiment, le nombre de contenus, je pense que c'est vraiment de cet ordre-là. Donc une explosion. Les gens se sont rendus compte que c'était le réseau le plus qualifié en B2B. LinkedIn s'en est aussi rendu compte et va de plus en plus vers une plateforme qui met en avant la création de contenu. Le mode créateur. Il est facile à trouver. En fait, ouais, Il y a vraiment plein de choses qui ont été mises en place. Aux US, il y a même eu un fonds de dotation pour des créateurs US. Euh, Tu vois, ce genre de choses qui sont des trucs de ouf, tu vois. Et tu vois, par exemple, il y a le programme LinkedIn Creators. Tu vois, en France, il y a quelqu'un qui gère ça et tout. Donc ça, c'est top. Parce qu'en fait, LinkedIn va vraiment vers un type de réseau social. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est top. Et donc, ouais, 2022, explosion, beaucoup de créateurs de contenu. Euh, mais on est Et- encore. Ouais, dis-moi. Non, non, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je te disais, c'est pas encore complètement démocratisé. La réalité, c'est qu'en fait, tu as encore 95% des boîtes qui ne font pas prendre la parole, que ce soit à leurs collaborateurs ou à leurs leaders via LinkedIn, leader avec un S. Et donc voilà, 2023, plus de créateurs, algorithme plus difficile parce que plus de gens, moins de place. Faut corser le jeu, faut devenir meilleur, faut être régulier. Mais le niveau, je pense que le niveau moyen sur LinkedIn, en 1 an et demi, je pense qu'il a fait.
c'est fois 500, tu vois. C'est vertigineux. Le niveau moyen a vraiment explosé, quoi. Moi, j'ai un ressenti. Alors, c'est clairement un biais, et donc, je sais que toi, tu vas me le défoncer. Donc voilà, je te fais confiance pour Pas ça. forcément, pas Mais forcément. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'offreurs que de demandeurs sur LinkedIn. Moi, si je suis sur LinkedIn, ce n'est que pour une seule chose, c'est pour inviter des gens dans mon podcast, parce que j'ai la croyance que mon audience n'est pas sur LinkedIn. Et si je le développe, ce serait juste pour développer mon podcast. Tu vois, LinkedIn me sert qu'à ça aujourd'hui. Donc tu vois, là je suis le. Mais par contre, je vois des marques. Par exemple, tu vois, je reçois Benoît Dubo là, mercredi. Évidemment que LinkedIn a un énorme intérêt pour lui, il est super fort, et parce que son audience est, là, est clairement sur LinkedIn, tu vois, je le vois. Mais donc du coup, moi, mon ressenti, c'est qu'il y a plus d'offreurs que de demandeurs. Qu'est-ce que tu me réponds à ça? Ouais, bah en fait, je te réponds que est-ce que c'est pas parce que les offreurs sont ceux qui font le plus de contenu? Possible. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que toi, tu veux développer ton podcast, tu veux aller donc chercher du client, du business, des partenariats. Tu vas créer du contenu, ok? Si tu es un demandeur, t'as pas forcément besoin d'aller créer du contenu sur le sujet, et tu vas directement aller rechercher les gens qui t'intéressent. Donc il y a aussi un effet où effectivement, euh, euh, Majorité silencieuse, quelque chose comme ça, quoi. ouais, exactement. Vraiment, c'est une Ouais. dinguerie, on s'en rend pas compte. Mais bien sûr qu'il y a énormément de gens sur LinkedIn qui ne postent rien, qui ne parlent pas, qui font rien. Mais en fait, bien sûr qu'il y a des opportunités. Et j'aimerais bien avoir la stat de sur 100% des gens qui publient, combien sont ceux qui viennent pour un intérêt derrière, tu vois, même s'il y a cette volonté de créer une communauté, de faire du contenu, bah, je pense qu'elle est proche de 80-90%, tu vois. Donc je Mm. pense que c'est un biais qui peut s'expliquer comme ça. Bon, vu que j'essaie de pas être un autre trop désagréable, je vais donner un contre-argument à ce que je me suis moi-même, ce que je viens de dire. Je pense que demain, ça sera obligatoire pour faire confiance à un partenaire, à un prestataire, de pouvoir lire dans son carnet de notes, dans sa tête, et son carnet de notes, ses réflexions au quotidien, elles sont partagées sur LinkedIn. Et je pense que ça sera un asset obligatoire de preuve sociale pour pouvoir faire du deal, surtout dans du conseil, dans du service. J'ai tendance à croire ça. Ça permet de théoriser sur son mécanisme, d'expliquer, voilà, aujourd'hui je fais de la formation pour entreprendre, qu'est-ce que je pense de l'entrepreneuriat, quels sont les gros enjeux, quelles sont les erreurs les plus fréquentes, etc. Aussi, je parle juste de copywriting vraiment très basique et médiocre, mais en allant plus loin dans la démarche, expliquer son mécanisme, théoriser dessus, revenir sur des choses qu'on a dit, sur lesquelles on veut faire une correction, etc. Donc je pense que ça va être vraiment un actif obligatoire de l'entrepreneur dans le conseil et dans le service. Très aligné. Trop bien. Bon, tu vois, je t'ai mis dans les cordes, mais c'était pas, c'était pas Non, pour non, être mais désagréable. c'est faire, hein, c'est important de mettre l'invité dans les cordes. Euh, Il y a un métier, j'ai l'impression, qui est en train de se faire, qui est en train enfin, il y a des duplications d'offreurs de services dans ce métier-là. Et c'est un métier que toi tu connais bien parce que c'est le ghostwriting. J'ai l'impression que toutes les agences se mettent à en faire, pas toujours très bien d'ailleurs. Euh, Comment tu vois le truc? Toi, ta concurrence, tu la vois augmenter? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que justement, moi j'ai l'impression que vous faites partie des numéros, des numéros un, quoi. Donc, comment tu vois le truc? Est-ce que c'est ce ressenti, tu le vois aussi, Bon, l'augmentation? ouais, bah, bien sûr qu'il y a de plus en plus d'acteurs, mais pour reprendre un peu de hauteur, déjà, c'est quoi avoir des concurrents et c'est quoi un marché? Moi, je trouve que pour le moment, il n'y a pas encore de marché du ghostwriting. C'est pas vrai. Il n'y a pas encore de marché parce qu'un marché, c'est quand tu as plein d'acteurs établis. Le jour où il y aura 10 linkers ou 50 linkers dans 5 ans, là, on pourra parler d'un marché. Sur les Mm. ads, sur les social ads, il y a des agences, on les connaît. Il y a un marché. Sur le ghostwriting, il n'y a pas de marché, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ce marché du ghostwriting? C'est effectivement beaucoup d'indépendants de freelance qui étaient rédacteurs SEO, qui s'y mettent, qui étaient copywriter, qui étaient voilà dans le marketing digital, dans les métiers de la rédaction. C'est ensuite des agences qui commencent à s'y mettre, mais c'est pas leur spécialité. Elles font pas que ça, tu vois. Ensuite, il y a quelques agences qui commencent à essayer de faire que ça. Mais moi, je vais te dire un truc, et si vous en connaissez, dites-le moi, c'est avec grand plaisir, parce qu'il faut que j'aille parler à ces gens-là. Si vous connaissez des boîtes qui se sont
à peu près structuré. Nous, on est une petite boîte, tu vois. On est 11 chez Linker. C'est tranquille, tu vois. Sur Kudak, il y a 50 personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous connaissez des boîtes qui sont un peu structurées, qui ont une cinquantaine de clients, mais moi, j'en connais pas aujourd'hui sur le ghostwriting. Non pas qu'on soit, tu vois, 100 fois meilleur que les autres, hein, c'est pas ça le sujet. Mais c'est les faits. Et je vais même aller plus loin. Tu as une espèce de truc complètement bizarre où j'ai gagné, enfin, on a gagné une espèce d'appel d'offres et un gros deal sur un COMEX. Et en fait, je suis contre des groupes où ça a aucun sens. C'est-à-dire que je suis face à des boîtes du Big Four dans la communication. Donc en fait, moi je Oui, suis, ils connaissent pas ce point-là. Ils connaissent pas ce métier. en fait, ça n'a aucun sens. Tu vois, moi je suis linker, je fais 400, je fais après 500 la première année. Là, on va faire entre 800 et 1 million face à des groupes qui font 1,4 milliard, 1,5 milliard. Est-ce qu'il y a un marché, tu vois? Je pense pas. Hmm. Si moi, petit linker, je peux essayer, grappiller des marchés par-ci par-là, rentrer dans les comex, est-ce que vraiment, entre le freelance, enfin, tu vois, il n'y a pas trop de marché pour moi. Il y a des freelances, il y a quelques agences, il y a des grands groupes qui font ça sur un niveau corporate depuis très longtemps, mais ça se structure tout ça. Et donc, Hmm. pour moi, il n'y a pas encore de marché actuellement. Le jour où il y aura 5 linkers, on pourra parler de marché. Enfin, Ok. et, en toute, tu vois, je veux dire, Non, mais c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Et est-ce que justement, tu parles de tes clients, donc là tu parles du Comex, je crois comprendre que c'est pas ton quotidien, c'est un peu à la marge ce genre d'appel d'offres pour toi. ouais, bien sûr. Bah, si on avait que ça, tu vois, je serais aux Bahamas, hein. Tu vois. Et du coup, tes clients, c'est qui? Et c'est quoi leurs besoins en fait? Quand ils viennent te voir, ils ont besoin de quoi? Tu parlais de Ouais, marque personnelle, mais euh, ouais, bien sûr. Alors, bon, c'est question très, parce que nous, en fait, on a plein de clients différents, mais je peux te donner trois typologies un peu clés. La première typologie, c'est des agences, en fait. En réalité, on accompagne beaucoup d'agences, concurrentes parfois à Kodak sur certains sujets, ça me fait bien marrer. Mais, bah, en fait, des CEO d'agences, nous, on l'a fait. On l'a fait avec et pour Théo. Moi, je l'ai fait pour moi. En fait, on sait le faire pour des CEO d'agences. C'est une agence digitale, c'est une agence dans la tech, on sait faire. Et au quotidien, on publie du contenu. Donc, CEO d'agence, ils veulent quoi? Toujours la même chose. Visibilité, notoriété, parler de leur expertise, rassurer leurs clients, trouver de nouveaux clients, avoir des retombées médias sur le long terme, construire la marque personnelle. Première typologie de client. Deuxième typologie de client, startup scale-up. On vient de lever des fonds, on veut accélérer, on a besoin de lever prochainement, de la boîte tech à la boîte web 3, à la surtech, à la food tech. On a besoin de mettre en avant notre CEO. Mêmes objectifs. Et la troisième typologie de client, c'est ces fameux clients grand compte. Que ce soit quelques membres du COMEX, un COMEX tout entier. Et donc ça, c'est des Chief Digital Officers, où il y a un peu de politique. C'est par exemple quelqu'un qui va gérer bah, en fait n'importe quel top exécutif d'un grand groupe, tu vois. Là, on accompagne quelqu'un qui gère aussi une autre partie digitale. Ça peut être un COMEX tout entier. Et là, bah, les enjeux, ils sont simples. Hein. En fait, non, ils sont pas simples. Il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu politique, il y a un enjeu d'exposition des top execs de cette boîte-là vers les autres boîtes, hein, que ce soit concurrent ou boîte du CAC 40. Et là, bah, c'est de la visibilité. Et en fait, ça vaut très cher. Parce que à ces niveaux-là, en fait, de business, tu vois, en fait, un groupe du CAC 40, tu vois, c'est pas avoir un lead le sujet là. non, c'est clair, oui. Donc Ouais, ces voilà enjeux, les ouais. trois types de Ok. clients qu'on a. Et puis des choses après qui sortent de l'ordinaire, un joueur d'échecs, un fonds de M&A, une boîte d'influence, une boîte dans le bâtiment, des choses dans les, Ok. tu vois, plein de clients différents. Ok, ok, hyper intéressant. Ok, très cool. Et est-ce que, bah, justement, si on prend le solopreneur qui peut potentiellement écouter ce podcast, si tu as, je sais pas, 3, 4, 5 conseils à lui donner pour, ou au moins les erreurs à éviter sur LinkedIn, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu as des trucs comme ça, des grands marronniers que tu sors le plus souvent? Alors, est-ce que la question c'est pour qu'un solopreneur développe son business ou c'est pour qu'un solopreneur développe sa visibilité sur LinkedIn?
qui développe sa visibilité sur LinkedIn et ensuite voir l'impact que ça va avoir sur son business, ça peut être intéressant. Parce que je sais que en plus t'en parles beaucoup dans la formation, que tu poses bien l'objectif. Tu commences par dire cette formation, ça dépend de votre objectif. Si c'est tel objectif, vous devez regarder tel KPI, etc. Ouais, Et ça, je trouve ça très bien parce que je trouve ça très honnête. On n'est pas tous à le faire. On n'est pas tous à le faire quand on vend des formations liées au business. Donc, je trouve ça très smart l'approche. D'ailleurs, je vous recommande. J'ai pas de lien c'est affilié, mais adorable. Merci. vous pouvez aller voir parce que franchement, c'est hyper bien fait. C'est On hyper va bien te le fait. créer. Florent, si tu écoutes Florent Guibault, qu'on embrasse aussi, qui m'aide sur la méthode Linker. Tu sais, le seul truc que j'ai noté dans mon truc de prise de notes, c'est justement qu'il fallait passer le bonjour à Florent. Donc, du coup, Ah c'est là là fait, là tu là vois. là là, mais écoute, Florent, il sera content. j'espère Il que sera tu vas bien, Florent. Donc, à ouais, non. fond. Du coup, ouais, non. Développer sa visibilité sur LinkedIn, solopreneur. Je veux parler de mon mécanisme, je veux parler de mon expertise. Ouais. Voilà, développer de la visibilité et surtout acquérir de la notoriété. Ok, bon, déjà, c'est assez simple. Je pense que déjà, si vous êtes freelance slash solopreneur et que vous n'êtes pas niché à un moment donné sur un sujet, c'est compliqué. Donc déjà, trouvez votre niche et parlez-en sur LinkedIn. Moi, ce que je ferais honnêtement, si j'étais seul aujourd'hui, je parlerais de mes use cases clients, je parlerai de mon expertise, ce que j'ai appris sur la route, ce que je conseille à mes clients, les erreurs à pas faire, et je ferai du building public de mon aventure. Très simple. C'est ce que beaucoup font très bien. Hugues Trijas, un super pote qui s'est mis à full soloprenariat et qui est désormais fait ça sur LinkedIn en building public. C'est ce que beaucoup Thibaut a fait avant de commencer un peu à se diversifier récemment, que ce soit via du bootcamp ou effectivement des conférences. Et donc, je parlerai de mon aventure, de mon expertise et de mes clients. Voilà, très simple. Et vous faites ça tous les jours pendant 1 an. Très clair, très clair. Et si tu avais à choisir un thème un peu top of funnel, parce que là j'ai l'impression que tu parles vachement bas de funnel quand même sur ces sujets-là. Est-ce que tu choisirais un sujet qui est polarisant ou pas? Quel est le... Alors Alors, j'imagine que ça dépend du personnage, mais ouais, qu'est-ce que tu recommandes? là-dedans, mon top funnel, je le mettrai à la partie building public, en fait, Ok, qui peuvent être des prises de position, des coups de gueule, qui peuvent être des avis un peu clivants. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous référer à votre backstory. C'est quoi l'élément différenciant que vous avez? C'est quoi le petit truc sur lequel on peut appuyer? Et ben, vous le prenez, vous appuyez là-dessus. Moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, au début, j'ai fait parler beaucoup, j'étais encore étudiant, donc je parlais aussi de ma vie étudiant et je parlais via l'entrepreneuriat, pardon, ce qui se passait. Le sport, le poker, les échecs, par exemple, ça sont des éléments différenciants. Euh, mais un truc important, clivant, c'est pas un trait de personnalité. c'est un ton. En fait, c'est un fait. Je vais te dire Ok, un truc très simple. Euh, Si je trouve que les banques sont toutes des incapables, c'est un avis qui est clivant, mais c'est pas fait pour être clivant. Je le pense, c'est tout en fait. oui. Si la Donc, semaine dernière, par exemple, j'y suis allé aux impôts, et ça c'est une vraie histoire, j'ai fait en faire un post, mais bon. Je suis allé aux impôts et la personne qui s'est occupée de moi, c'était extraordinaire. Mais vraiment, vraiment, j'ai vécu un moment de service public incroyable, tu vois. Ça, c'est un truc qui est pas. Souvent, les gens aiment bien taper, tu vois, sur l'administration ouais. publique, le machin. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est pas, j'ai pas fait exprès, tu vois. Il s'est passé ça, je le pense vraiment. Et donc, c'est pour ça que quand vous faites un poste très engagé, le faites pas pour que ce soit clivant. Faites-le parce que vous le pensez vraiment, parce que sinon, vous assumerez pas la merde que ça va créer dans les commentaires. Et Hmm. donc en fait, faut pas s'inventer une life, tu vois. Il faut dire ce qu'on pense avec le ton et la forme qu'on a envie d'y mettre. Mais clivant, c'est pas un trait de personnalité, tu vois. Tu penses quelque chose qui est clivant, mais c'est un fait, tu vois. C'est pas. Et c'est important parce Ok. que je veux forcer le clivage pour le forcer. Pour En moi, plus, il y a deux trucs qu'il faut ça pas fatigue forcer. un peu. C'est ça, essayer de trop polariser quand il n'y a pas besoin de le faire, essayer d'être drôle quand en fait on sait pas faire non plus. Pour moi, c'est c'est- c'est les deux erreurs, tu vois, les deux erreurs à ne pas commettre, tu vois. Mais le problème, c'est que la deuxième option, souvent, on le sait pas. On s'en C'est vrai, rend pas compte, en fait. c'est vrai de ouf. Ok, trop bien. Bon, désolé de te parler de ça parce que je suis sûr qu'on te fait chier avec ça, mais ton métier
avec l'intelligence artificielle, ça évolue comment tu l'envisages? Je suis désolé, j'aime pas utiliser les buzzwords, mais là pour le coup, Ah je non, trouve non, que la non. question elle se pose vraiment, tu vois. Ouais, tout à fait. En fait, nous, notre métier, c'est pas d'écrire des posts LinkedIn. Et une fois que tu as dit ça, tu as quelques éléments importants de la réponse. Nous, notre métier, c'est d'être là pour nos clients, de les rassurer, de les conseiller, de leur mettre le pied à l'étrier, de les encourager. C'est de les challenger, de leur dire hello, je viens de voir tel truc passer, il faut absolument qu'on en parle, voici tel angle, est-ce que c'est OK pour toi? Et ça, Enya pourra jamais le faire. Il pourra peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne pourra pas le faire. Ceci étant dit, les métiers de l'écriture vont devoir se réinventer. La gestion client prend une place centrale. Mais nous, si tu veux, quand on accompagne tu vois, la relation de confiance, en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas d'écrire un post LinkedIn. Le sujet, c'est de construire sa marque personnelle et donc d'être là pour son client, de le challenger, de lui dire non, ça, par rapport à telle expérience que j'ai eue, fais-moi confiance, c'est pas une bonne idée. De lui pousser toi parce que tu as l'expérience et que tu suis ses actus, les bons posts et voilà. Par contre, les gens qui font pas ça et les fois chez Linker où on fait pas ça, on se fait défoncer. C'est normal, c'est bien fait pour notre gueule, tu vois. Les fois où on va trop rester dans notre zone de confort, où on va pas assez challenger, on va pas aller aussi loin, et ben on se fera défoncer, ça sera bien fait pour nous. Mais c'est un tout le monde et tu vois dans l'équipe concentrée et très alerte sur le fait que bah ouais en fait notre job c'est pas d'écrire c'est la finalité le post LinkedIn. Ça c'est pas ça Je le suis d'accord. truc. Et puis après c'est pareil, tu vois. Nous on est une agence. Ce qui est cool quand on est une agence, c'est qu'on fait plein de trucs en plus. On fait des events, on essaie de faire des intros, on bouffe avec les gens. En fait, on crée un écosystème de réseau, tu vois, de communauté interne. Bon, bah ça, globalement, j'espère qu'on a un peu de temps avant que l'IA fasse des intros Ouais, entre c'est nos clair. clients, tu vois. Non, c'est clair. Après, ça dépendra de notre faculté à nous à faire confiance à ce genre de choses. Parce qu'en fait, technologiquement, ça peut arriver, mais ça ne sera efficace que si jamais on attribue la confiance à une machine qu'on attribue aujourd'hui à un humain, quoi. Tu vois. Je pense que c'est plus, c'est pas l'histoire de l'IA, c'est l'histoire de l'humain, quoi. Tu vois. Plus le sujet. Tout à fait. Ceci étant dit, nous, on a déjà des clients qui nous ont dit, j'étais venu pour tel sujet, maintenant, en m'organisant de telle manière avec l'IA, je peux délivrer. Mais ça va être c'est souvent des clients qui ont un niveau très avancé dans le truc. Hmm. Tu vois, en fait, nous, on a des clients qui sont pas du tout éduqués sur le sujet et des clients qui sont très, très high level sur le sujet. Bah, en fait, les clients pas du tout éduqués et pas du tout, parce qu'on vit tous dans notre bulle, hein. On oublie que Bien sûr. 95% des gens comprennent rien à ce sujet-là et c'est normal, tu vois. Comme nous, on comprend rien à 95% des sujets. Et donc, les gens très éduqués, effectivement, grâce à l'IA, pourront se délester de certains services d'une agence. Mais il y a une grosse partie aussi qui ne pourra pas le faire, tu vois. Hmm. Si on parle que de la rédaction de poste aujourd'hui, on voit vite les posts qui sont écrits par GPT, ça c'est clair, et on voit que le niveau moyen pour les gens qui ont pas mis, qui ont pas fait les efforts stratégiques qu'il fallait, il est médiocre quand ils utilisent de l'IA parce qu'en fait les prompts sont pourris, etc. aussi. Donc c'est pas le cas de tout le monde, mais le niveau moyen, je trouve que il y a des très très bons, mais il y a énormément il y a énormément de mauvais, et donc ça on le voit dans l'écriture du code aussi, on le voit dans le copywriting, c'est assez flagrant. Donc ouais, non, je suis 100%, je suis 100% aligné avec ce que tu dis. On- J'ose quand même espérer, excuse-moi Gérald, avant de te laisser continuer, que les gens repassent dessus et mettent un peu leur touch. J'espère, mais je suis même pas sûr que ce soit souvent le cas. Parce que ça soit le cas. Tu vois, rédaction SEO, enfin, il y a quand même des dingueries et enfin, moi, je le vois parce que quand nous, on forme des gens à monter leur boîte. Voilà, on les accompagne là-dedans. Et très souvent, quand tu procrastines à le faire, tu vas chercher des hacks techniques qui peuvent te faciliter la vie, alors qu'en fait, l'idée, c'est de prendre son courage à deux mains et d'y aller. Donc, tout notre enjeu, nous, est de les faire passer à l'action. Et on voit des gens qui vont procrastiner à, voilà, là, on en a eu on a une conversation, c'est pas fait, mais, sur justement la rédaction SEO, c'est en mode, je lance avec l'IA, je peux lancer X dizaines d'articles sur mon blog par jour. Je teste des thématiques et ça me dira ce que je dois faire. Ce qui rank, ça sera mon futur business.
Je dis, mais en fait, je suis pas persuadé que ça se passe exactement comme ça. Ouais, c'est un bon hack, mais aujourd'hui, en fait, tu te bases sur quoi? C'est en gros, en fait, ça fait encore moins passer à l'action, j'ai l'impression. Tu vois. C'est en gros, on laisse faire le truc. Et moi, je trouve ça dommage, tu vois. Le kiff, c'est justement le plus intéressant, c'est de sauter du plongeoir, tu vois. C'est presque en fait un sujet beaucoup plus deep. C'est les hacks, tu vois. 100% d'accord. En fait, quand il y avait le growth hacking, tout le monde nous parle du growth hacking. Quand c'était le copywriting, en fait, la réalité des faits, c'est que les hacks sont là pour te faire gagner du temps sur le 20% restant quand tu as construit la base. Moi, par exemple, à quoi me sert ChatGPT dans mon quotidien? Si j'ai 3 articles à résumer et je demande à ChatGPT de me résumer en 3 points clés les articles, c'est magnifique, ça me fait gagner beaucoup de temps, tu vois. C'est génial. Mais en fait, c'est 10-15% d'un truc. La réalité, c'est que et sur LinkedIn, ça fonctionne très bien en plus, les hacks, les machins, les trucs. Ouais. Mais je crois que c'est dangereux. Parce que Ouais, je suis 100% d'accord. c'est influer aux gens le fait que les choses sont faciles, simples, rapides. Et en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On en parlait avec Marion de My Name is Bond, Ouais, qui ça, du coup j'aime beaucoup Marion. propose des bots. Et elle dit, mon bot, il sert à rien si vous n'avez pas une stratégie et que vous croyez que le bot, il va vous sauver la vie. En fait, si vous publiez pas des trucs stylés, je peux rien faire pour vous, quoi. Si vous si vous ne réfléchissez pas à des trucs intelligents, des trucs qui sont divertissants et instructifs, je peux rien pour vous, en fait. Enfin, voilà. Et j'adore cette démarche, tu vois. Pourtant, avoir un bot, quoi. Tu vois. Tu vois, c'est comme, en fait, les gens qui parlent de l'algo LinkedIn. Moi, je dis toujours, quand on parle d'algo LinkedIn, je dis, ça fait combien de temps que tu publies? Tu as publié combien de posts? Et un truc que je dis souvent et que j'ai répété à beaucoup de gens, à clients, équipes et tout, c'est vous me parlerez de l'algo quand vous aurez publié 250 posts sur un an. Là, vous me parlerez de l'algo. Mais tant que vous n'avez pas Mm. fait ça, en fait, pourquoi on parle de l'algo? Enfin, c'est pas le sujet là. Et les hacks, quand tu es rédacteur SEO ou que tu es un business qui a déjà une grosse machine d'acquisition SEO, ben là, ChatGPT, c'est magnifique. Et tous les hacks vont te permettre d'embellir, de gagner du temps, etc. Mais quand t'as pas encore de fucking stratégie SEO, pourquoi tu parles de ChatGPT? C'est pas le sujet là. Le sujet, c'est de te faire accompagner pour construire, tu vois, l'architecture, les mots-clés, les pages, enfin bref, ouais, Je suis 100% je d'accord. me, je m'excite un peu, mais tu vois, c'est Non, les non, hacks. mais les hacks, on déteste ça. On est beaucoup en parler, on déteste ça parce que ça rend. Déjà, on avait tendance à copier des choses aux US sans les digérer et en les ressortant telles quelles, sans comprendre pourquoi et ça fonctionnait pas et on s'étonnait. Maintenant, il y a cette notion de hack technologique. Enfin, je dis maintenant, ça fait quand même un petit bout de temps. Et donc, en fait, j'ai l'impression que tout devient de plus en plus médiocre dans la production, dans la stratégie. Franchement, Ouais. je le vois dans mon quotidien et ça me rend ouf, tu vois. C'est un peu l'ennemi, tu vois. C'est un peu ça le méchant de mon business, moi. C'est les Alors, hacks, tu vois. ouais, alors que ChatGPT, c'est extraordinaire. Bien sûr. C'est extraordinaire. Alors que les hacks de growth, c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai scrappé grâce à un hack de Kevin Dufresne, Qu'on embrasse, qui viendra qu'on bientôt embrasse, ici aussi. qui est pas mal de, euh, il ne sait pas en plus, mais quand j'ai scrappé la liste des étudiants du club de finance étranger de l'EDEC et que j'ai réussi à avoir ma première formation, mon premier coaching grâce à ça, c'est magnifique. Mais c'est un petit truc c'est un petit déclencheur, mais c'est pas 90% du taf, 95% de la base. Un truc qui serait intéressant, c'est de définir le hack. C'est quoi ta définition du hack, du coup? Ma définition du hack, c'est les 5% restants pour te donner un coup de pouce, pour aller beaucoup plus Ok. vite, te faire gagner du temps, tu vois, ou les 10% restants. C'est le petit Ok. truc, clac, ça clac. Et sauf qu'en fait, si tu fais ça à chaque fois, bah 10% sur tout ce que tu fais, c'est énorme. Si je gagne, je dis n'importe quoi, je mets 10 minutes pour écrire un post LinkedIn. Si je gagne 1 minute, ouais, bah à la fin de l'année, en fait, ce petit hack-là, il me fait gagner beaucoup de temps, d'argent et de liberté et tout ce qu'on veut, quoi. Moi, j'ai l'impression que le C'est quoi hack, la c'est tienne? quelque chose c'est une stratégie qui peut vraiment être rentable sur le court terme, mais qui est difficilement répétable sur le long terme, tu vois. Ah, tu vois ça comme une strat? Moi, je vois plus ça comme une tactique. Non, comme une action plutôt, t'as raison. Ouais. Ça que, Non, t'as ouais, raison, t'as mis le ah, ça, moment très bien. c'est le joueur C'est d'échecs le là, qui moment parle. philo. Ouais, c'est ça.
Bon, trop bien. Bon, du coup, vous êtes rentré dans le monde des vilains formateurs. Alors, j'abuse, mais vous avez lancé une formation qui est vraiment trop cool. Ouais, merci, c'est Franchement, adorable. j'ai kiffé. De ouf. Et j'ai eu la version en plus qui était mal montée au départ. J'ai eu la... Du coup, j'ai envoyé un message à Florent. J'ai dit, ouais, je crois que j'ai eu les rushs en fait. Mais c'est pas grave, c'est cool quand même. Donc, Aïe, aïe, aïe. j'ai eu même des trucs. Donc, ça, je sais que vous avez corrigé. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de justement ce projet de formation, comment ça rentre dans l'écosystème et ce que tu en as tiré? Tout à fait. Gros travail, hein. Oh là là. Enfin, nous, on est une agence de service. Et en fait, gros travail, l'exécution, en fait, ça a été dur. Parce que c'est énormément de travail. C'était notre premier produit digital. On a voulu faire un truc très clean. Enfin, moi, je voulais juste que les gens soient contents. Je voulais qu'on fasse un peu de vente pour rentabiliser notre temps et qu'on perde pas trop d'argent, ce qui a été le cas, donc je suis très content. On n'a pas perdu, on a gagné, mais surtout que les gens soient contents, tu vois. Je vais faire un truc bien clean, propre et tout, mais en même temps en gardant la rapidité d'exécution. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, agence de service, on se dit bon, il nous faut un produit pour des sujets que, bah, déjà, par exemple, quand un client linker a pas le budget, pas le panier moyen nécessaire pour prendre la prestation, on peut Tu donnes celle sur la formation. exactement, exactement, produit one shot, moins cher. Donc ça déjà c'est top. Et on le vend, tu vois, chaque mois comme ça. Donc ça c'est top. Deuxièmement, linker, si à un moment donné on veut bah voilà, représenter un peu une agence qui est présente sur LinkedIn et qui couvre tous les services, bah tu vois, tu fais le CM, tu fais le ghost, tu fais l'influence, bah la formation LinkedIn en fait faisait du sens. Troisièmement, c'était une source de business pour nous, tout simplement, tu vois, en Nouvelle horizontal, verticale, quoi. exactement, une nouvelle verticale. Quatrièmement, on avait toute la data, tous les exemples et je suis plutôt à l'aise. Enfin, j'espère, Gérald, tu me diras peut-être le contraire, mais j'ai beaucoup aimé cet exercice de pitcher le truc, tu vois, et devant la caméra. Donc, on avait la personne pour le faire. Si j'avais pas été à l'aise du tout avec ça, ça aurait été chiant. Tu vois, moi, j'aime Mm. transmettre, je suis assez à l'aise à l'oral. Ah, le gros taf après, c'était la partie script, écrit, création de l'information, regrouper des trucs, faire les analyses sur nos posts, reprendre d'autres choses qu'on peut être dit dans des études pour regrouper ça. Ça, c'était un taf, beaucoup de, ouais, enfin gros taf quoi. Franchement, big respect, Mm. gros respect à ceux qui font de l'information, font des lancements comme ça parce que c'est du gros taf. Et donc, non, bah, très content de l'avoir sorti. Je suis très content parce qu'on a eu franchement que des bons retours. Et c'était vraiment un soulagement, tu vois. Vraiment, j'aurais été Ouais. tellement mal, tu vois, si j'aurais dit, ouais, c'est de la merde et tout, Kefa, tu vois, oh là là. Donc, non, je suis très content et puis j'espère que ça va devenir, effectivement, chaque mois, une source de revenus pour Linker, euh, ouais, tu vois, et que ça va devenir vraiment, parce qu'il y a les gros lancements et maintenant, il faut réussir à le faire tourner chaque mois, quoi. Ouais, bien sûr. Et Non, donc, mais voilà. c'est clair. Et l'ingénierie de formation, je sais pas, c'était la première fois que tu le faisais, ça? Ouais, complètement. Mais il y a une grosse équipe avec moi, hein. Ouais. Il y a, Mais moi, je trouve que pour le coup, c'est le truc sur lequel j'ai eu la marge de progression la plus rapide. De ok. l'ingénierie de formation, où à la fin, tu arrives à poser. Alors, tous les exemples, ça c'est relou. Les exemples, les datas et tout, le rendre concret. Mais juste la vulgarisation, je trouve que ça va de plus en plus. C'est de plus en plus facile avec le temps de le faire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, pour une première, je trouve ça vraiment excellent. Et même pas que pour une première. Je trouve que c'est vraiment un produit Ah, de ouf. c'est adorable. Euh, Merci beaucoup. c'est vraiment très bien. Et je pense aussi que vous allez. Il y a un autre type de clientèle que j'imagine c'est pas celui qui n'a pas le budget, mais celui qui doute encore, qui a besoin de comprendre le mécanisme et qui va se rendre compte en fait qu'il ne va pas le mettre en place. Et en fait, je pense que quand on vend du service, on a tout intérêt à expliquer notre mécanisme tellement bien qu'en fait, on peut former les gens à le faire, parce que dans tous les cas, notre métier, c'est pas de détenir le savoir, c'est d'accompagner la personne, quoi. Et tout est disponible gratuitement sur Google, hein. Donc en fait, Ouais, on a tout intérêt à sortir notre masterclass, notre formation, même si on vend du service. Je pense vraiment. c'est super intéressant. C'est effectivement dans nos ICP, hein, il y a quoi? Il y a effectivement la personne qui n'a pas le budget, mais là il y a aussi la personne qui veut apprendre et se lancer d'elle-même. Il y a aussi des clients qu'on a qui veulent transmettre à leurs équipes et Mm. qui vont prendre la formation. Donc en fait, effectivement, il y a plusieurs types, tu vois, de personnes intéressées et c'est un très bon point que tu as soulevé sur la personne qui va l'apprendre, bien sûr. Mm.
Moi, je suis en train d'écrire. Là, normalement, ça va sortir. Ça sera déjà bon en timing. Ou sinon, je vais me faire déboîter par l'équipe. Tu vois encore là. Tu vois, tout à l'heure, le bin Ah là public. là 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 là, ça y est, le craquage. Il y a un truc que je suis en train d'écrire, c'est l'Iron Strat. Et en fait, je suis en train de remasteriser tout l'onboarding des collaborateurs dans la boîte. Wow. Et ça, en fait, je vais le proposer. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens, on va vendre l'onboarding de nos collaborateurs. Donc, on va vraiment montrer ce qu'il y a sous le capot. Et donc, je suis en train de remasteriser ça, de le rendre plus intelligible et tout, parce que il y a des phases de présentation et c'est pas que de la vidéo, c'est pas que, il y a des phases d'onboarding, il y a des phases de coaching quand les collaborateurs rentrent dans la boîte. Et donc ça, je vais pas pouvoir. Donc je dois juste vulgariser cette partie-là, cette partie informelle. Et donc en fait, et je pense que ça va être vendu comme étant le truc qu'on donne à nos collaborateurs. Je vais clairement être transparent par rapport à ça. Et j'ai grosses attentes par rapport à ça. Bah écoute, hâte de voir ça, hein. Yes. J'ai une dernière question. Non, j'en ai deux réellement. Mais Avec plaisir. tu peux juste nous expliquer comment ça fonctionne avec Kudak, votre linker Kudak, votre filiation. Voilà, il y a le labo, il y a il y a d'autres Ah, bien structures sûr. sous Kudak. Et je pense que c'est intéressant. On a reçu plusieurs startup studios, on a reçu plusieurs startups qui étaient en startup studio, qui étaient incubées. Là, du coup, vous, c'est du service. Comment ça s'organise? Comment ça se goupille tout ça? Ouais, bien sûr. Bah, moi, en gros, aujourd'hui, je suis associé dans Kudak. T'as Donc, vu, j'ai dit on a reçu, mais je suis tout seul. Bon, bref, peu importe. hum, Mais voilà, bref. Vas-y, alors du coup, t'es associé dans Kudak, excuse-moi. Je non, non, digresse. mais débat, on pourra revenir après dessus si tu veux. Allez, avec Entre plaisir. le jeu et le on. Ouais, du coup, moi, je suis associé dans Kudak. Bah, en fait, le sujet, c'était simple. C'était soit je menais ma petite barque de mon côté, soit j'allais 10 fois plus vite. Voilà, c'est ça le sujet, en fait. Pour faire très simple. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que Kodak apporte à Linker? Bah, déjà, moi, j'ai été mentoré, tu vois, et j'ai apporté aussi des choses, bien sûr, mais j'ai aussi été mentoré beaucoup par Théo, Guillaume, Paul sur plein de sujets, parce qu'on a recruté globalement une personne par mois pendant un an sur Linker. Bon, les erreurs, tu peux en faire 50 000, on en a fait, bien sûr, mais déjà, ça a été éviter plein de conneries et plein d'erreurs. Des choses, tu vois, il y a des erreurs que j'ai évitées, c'est en dizaines de milliers d'euros le fait d'avoir Ouais. été bien conseillé sur ce sujet-là. Première chose. Le coup d'apprentissage, quoi, ça aurait pu être ça, quoi. Ouais, ouais, vraiment, mais vraiment large, à l'aise, sans problème. Deuxième sujet, ça a été la partie fusion des fonctions support. Émilie, Lorenzo qu'on embrasse sur la partie RH, Agathe et Elodie sur la partie finance facturation, les sales aussi. Tu vois aujourd'hui, donc il y a Axel qui est complètement aujourd'hui sur les sales linkers. On gère tous les deux les sales. Mais ça a été aussi pour moi d'aller beaucoup plus vite, d'avoir quelqu'un qui fait les R1, tu vois, soit Emily ou Lorenzo sur les candidats, c'est énorme, qui font de la chasse, qui aussi me conseillent sur les erreurs à pas faire. Que sur la partie finance, on gère l'admin, la facturation, les relances, les acomptes, les contrats. En fait, j'ai pas besoin de t'expliquer, tu vois, Ouais, bien sûr. tu sais bien que c'est une tannée et Ouais, enfin, c'est une ouais, tannée. Il y en a qui aiment bien faire ça, tu vois, mais en tant qu'entrepreneur, souvent, c'est un pain, tu vois, donc ça a été incroyable. qui est Et, mal identifié, hein. On sous-estime beaucoup les fonctions support ah ouais, ouais, et ouais. tout ça. C'est un truc de ouf, hein. Et ça a d'ailleurs été une masterpiece, je pense, de Kudak, d'avoir pris très très tôt. Emilia, elle est arrivée très tôt dans l'aventure Kudak en tant que RH. Et en fait, tu regardes, il y a beaucoup d'agences qui attendent 30, 40, j'ai même vu des agences à 50 personnes sans RH, tu vois. Hmm. Et c'est ce qui est pour moi un non-sens. Donc voilà. Euh, et donc aujourd'hui, moi, en fait, moi pendant un an, j'étais vraiment, tu vois, je suis toujours 100% focus sur Linker. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, tu vois, je me sens beaucoup plus. Enfin, c'est un peu splitté, tu vois. C'est vu que c'est moi qui ai fondé Linker, qui m'en occupe au quotidien, je suis 100% focus dans Linker, mais je suis aussi là dans les sujets stratégiques pour Kudak. Si Théo, Paul, Guillaume ont besoin de moi en fait, n'importe quel sujet, j'essaie de me rendre disponible, d'apporter des choses s'ils ont besoin, tu vois, d'un peu Trop give bien. back ça, tu vois, et donc voilà. Hyper intéressant. Et du coup, Linker, ça a été une première expérience de développement comme ça pour Kudak et j'ai l'impression qu'il le renouvelle. C'est un peu ça l'idée, non? Ouais, ça va arriver sur d'autres formats.
mais je laisserai Théo, notamment sur Road to 10 Million, se positionner là-dessus. Trop bien, ouais, hyper intéressant. Trop bien. Top. Bon, mais moi, j'avais noté à ce moment-là de remercier Florent et de te remercier pour ton temps. C'est adorable. Florent, parce qu'il est trop cool déjà. C'est trop cool de collaborer avec lui. On a eu la chance de collaborer plusieurs fois. Toi, merci parce que je sais que tu passes beaucoup de temps à bosser. Et donc, du coup, t'as pris un Merci, peu de Gérard, ton vendredi après-midi. C'était vraiment C'était top cool. d'échanger. Très, très, très sympa le format. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. C'est vraiment très, très cool. Bon, trop bien. J'ai une ultime question. Dis-moi. Toi qui es un champion de la communication et du copywriting, il faut que je trouve un nom à cet épisode. Ça dépend à qui on se compare, mais. Non, mais c'est l'étiquette que je te colle. Comment on l'appelle cet épisode? Il faut que ça soit bien putaclic, tu vois. Bien putaclic? Vraiment bien putaclic? Ouais, mais il faut pas que ça te cherne au bout de 2 minutes non plus. Hein. En fait, si tu veux être bien putaclic, c'est facile, tu vois. Si tu veux être bien putaclic, c'est 1 million par an à 23 ans. Ça, c'est facile. Ça, on l'a déjà fait avec toi, non. On l'a déjà fait avec toi, non. C'est pas possible. Ah, puis en plus, toi, non, c'est beaucoup plus facile. Non, mais tu peux faire... ça fonctionne bien. Tu peux parler de impressions que je fais sur LinkedIn tous les mois ou des leads. Comment faire l'ultime méthode pour faire... le hack ultime pour... Au secours, quoi. Au secours, le hack ultime. Le hack ultime pour faire 80 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et 300 000 impressions sur LinkedIn en une journée, facilement, sans contrainte et sans effort. Donc ça, c'est le putaclic. Et si tu veux pas être putaclic, je te propose de passer en MP pour qu'on en discute après. Allez, on fait ça. Nickel, on fait ça. Trop bien. Bon, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut suivre un peu toutes ces aventures-là? Ouais, écoutez, très simple. Moi, c'est LinkedIn. Mon nom, mon prénom. Ma newsletter, Pimps and CEOs, avec un bel accent anglais. C'est une newsletter dans laquelle, en fait, je partage des échanges que j'ai avec certains CEO. Et Trop donc, bien. des apprentissages. Et donc, vous avez un peu des trucs d'insider. Par contre, lisez-la c'est malin. C'est très malin comme angle, ça. C'est très bien. Merci, c'est gentil. J'essaie de la faire. J'essaie de publier une fois par mois parce que ça me prend pas mal de temps du coup de la faire. Mais par contre, lisez-la parce que sinon je vous vire en fait. Je vire les gens qui la lisent pas. Tu vois. Tu filtres la liste. Ok. Tous les 3 mois, les gens qui lisent pas, je vire. Mais du coup, ça, j'espère que vous allez kiffer. Et sinon, Twitter, mais sur Twitter, je repartage des trucs que je fais sur LinkedIn. Donc, ce sera vraiment LinkedIn, newsletter. Et sinon, retrouvez-moi dans Enlève tes chaussures, dans le canapé, Kudak. Trop bien. Voilà, sur la chaîne de Théo. Trop bien. Merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment un kiff. Épisode complètement à l'arrache, mais j'ai adoré. Gérald. C'était adorable. C'était très, très sympa. Très, très sympa. Voilà. C'est vraiment, c'était très, très cool. Et hâte de suivre, du coup, les prochains invités. Et ta formation Iron, j'ai oublié. Iron Strat. Donc, merci à toi. Et puis, je te dis à très vite. Super. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, Gérald. Merci. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.